Fuite d'hexafluorure d'uranium à l'usine de Pierre-Latte dans la Drôme sur le site nucléaire de Tricastin. La production est arrêtée. C'est le deuxième incident après celui du surgénérateur de Cresmalaville dans l'Isère. Premier reportage au Tchad sur les lieux de la victoire des troupes d'Hissène-Habré et sous les bombardements réguliers de l'aviation libyenne. Reportage Antenne 2, Jacques Douet. Sport, stade de deuxième avec le résultat du premier Grand Prix de Formule 1 automobile de la saison à Rio de Janeiro. Alain Prost gagne ce premier Grand Prix. Aujourd'hui, dimanche 12 avril 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, c'est fait. Alain Prost frappe d'entrée. Le double champion du monde a gagné à Rio le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison 87. Il commence bien, c'est un circuit qui lui a déjà réussi par 2 fois. Au Brésil, il s'est parfaitement bien comporté. Il a commencé doucement et puis ensuite, imperceptiblement, il a remonté les autres concurrents et Prost a gagné le premier Grand Prix de la saison. On voit le détail de la course avec Lionel Chamoulot, notre envoyé spécial. Et Alain Prost, eh bien, va remporter le 26e Grand Prix de sa carrière. Le voici Alain Prost derrière le peloton de 3 voitures là. Il termine à l'instant même, c'est fini. Victoire donc d'Alain Prost qui remporte sa 26e victoire. C'est la 4e fois qu'il gagne ici au Brésil. Alain, regardez-le, il lève le poing, il est heureux et il y a de quoi. C'est une véritable démonstration qu'il vient de nous donner. Et Prost l'emporte devant Piquet. Johansson, l'équipier d'Alain Prost, est 3e. 4e, Berger sur Ferrari. 5e, Alboreto, lui aussi sur Ferrari. 6e, le Belge Thierry Boutsen sur la Benetton. Il y avait 2 autres Français en course. Philippe Streiff termine 11e et Pascal Favre termine son premier Grand Prix. Voilà, nous reviendrons en cours de sport, stade de deuxième, sur ce Grand Prix de Formule 1. Seconde alerte en 48 heures pour l'industrie nucléaire française. Après la fuite de sodium du surgénérateur Phénix de Cresmalaville dans l'Isère, c'est à Pierre-Latte, la nuit dernière, sur le site du Tricastin dans la Drôme, qu'une fuite d'hexafluorure d'uranium a été constatée. La production a été arrêtée. Bien sûr, depuis ce matin, on a précisé que la radioactivité était très faible et que l'hexafluorure d'uranium présente un risque chimique hautement toxique. Mais cet incident est suffisamment sérieux pour que le ministre de l'Environnement ait souhaité publiquement, en fin d'après-midi, en se rendant sur les lieux, que l'information la plus complète et la plus transparente soit donnée. Jacques Violet explique les conditions dans lesquelles la fuite d'hexafluorure s'est produite et les risques que cela représente. Ici, à Pierre-Latte, on transforme le minerai d'uranium en oxyde d'uranium qui servira ensuite de combustible dans les centrales nucléaires. La fuite s'est produite au début de la chaîne de transformation. Le minerai, à ce stade, n'est que faiblement radioactif, 1%. En revanche, sous cette forme gazeuse et avant l'enrichissement, le produit est hautement toxique. C'est pendant le remplissage d'un conteneur qu'une simple vanne a cassé. Au contact de l'air, le gaz s'est séparé en 2 composés chimiques, dont l'un, l'acide fluorhydrique, a entraîné des irritations et des brûlures parmi les ouvriers qui ont dû intervenir pour colmater la fuite. Le site de Pierre-Latte comprend plusieurs usines appartenant à différentes sociétés. C'est le plus grand complexe nucléaire du monde. Comme la CFDT, les spécialistes du groupement scientifique pour l'information sur le nucléaire et les écologistes soulignent le caractère vulnérable des techniques du nucléaire dont le contrôle n'est pas parfait. La CFDT demande ce soir l'arrêt du surgénérateur Superphénix, le plus puissant du monde, de Cresmalaville. Et dans ce dernier lieu, les recherches sur les causes de la fuite de sodium n'ont toujours pas abouti. Aux États-Unis, un train qui transportait des produits toxiques a déraillé dans la banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. 16 000 habitants ont été évacués. Des gaz toxiques émanant de l'un des wagons-citernes menaçaient la population. Une quinzaine de personnes ont été hospitalisées. Le wagon-citerne laissait échapper de l'oxychlorure phosphoreux qui, au contact de l'air, devenait un gaz acide pour les poumons. 3 semaines après leur entrée victorieuse à Faya-Largeau, les troupes du gouvernement tchadien de M. Hissène-Habré ont autorisé quelques journalistes à se rendre sur place constater les effets de leur avancée. Un nombre impressionnant de matériel militaire et de véhicules ont été laissés par les Libyens. Des avions de combat sont encore présents sur la piste de Ouadidou. Mais l'aviation du colonel Kadhafi poursuit régulièrement ces bombardements. Voyez le reportage réalisé pour Antenne 2 par Jacques Douet. Cet enfant combattant échange ses impressions avec un militaire français. Nous sommes invités à visiter le plus grand stand d'exposition de matériel de guerre soviétique du désert.
Les militaires français très discrets assument la maintenance, la remise en état du matériel, ainsi que l'instruction des soldats tchadiens, un peu dépassés par ces équipements sophistiqués. La débâcle de Kadhafi a commencé à Fada le 2 janvier et s'est poursuivie dans ce désert de l'Endi le 20 mars à Bir Kora. C'est ici que commence la piste de la victoire avec son lot de carcasses noircies et de corps meurtris, fossilisés par le vent de sable. Des prisonniers libyens de la dernière offensive nous sont présentés avant de les embarquer dans des camions pour N'Djamena. Le 22 mars, fonçant à 100 km/h avec leur Toyota et AML, les Fentes se lancent à l'assaut de Wadi Doum, la base aérienne libyenne la plus avancée en territoire tchadien. La deuxième ligne de protection de la base est lourdement défendue par des chars et entourée de mines. C'est là qu'est blessé le commandant Djamous, le héros de Fada. Wadi Doum est investi, et bien que l'on ait quelque peu nettoyé la place avant notre arrivée, nous comptons quelques bombardiers légers tchèques L-39, un Marchetti et surtout un Mi-24 tant convoité par les experts français et américains. Les SAM-6 sont abandonnés en plein désert. Et un équipement radar est là, avec son manuel de fonctionnement soviétique. À peine avons-nous quitté la piste que 2 MiG nous bombardent à haute altitude. La riposte est immédiate. Ce matin, un avion libyen touché par un SAM-7 s'est écrasé au sol. Wadi Doum sonne le glas de l'armée de Kadhafi. Les Libyens abandonnent Faye à Largeau sans combattre. Les premiers réfugiés reviennent après un voyage harassant de 6 jours sur des camions. Faya reprend vie, mais il reste à l'armée nationale tchadienne le plus difficile à faire, c'est-à-dire reconquérir la bande d'Aouzou et le Tibesti. Reportage de Jacques Douet. Attentat en Cisjordanie occupée. Hier soir, un engin incendiaire a été lancé sur la voiture de colons israéliens. La voiture a brûlé immédiatement. Il y avait 6 personnes à bord, un couple et ses 4 enfants. La mère de famille est morte, brûlée vive. Charles Anderlin, notre correspondant à Jérusalem, évoque les circonstances de cet attentat et l'agitation actuelle dans les territoires occupés. Les incidents se multiplient depuis quelques jours en Cisjordanie et le drame d'hier soir n'a surpris personne. Une Israélienne est morte brûlée vive dans cette voiture incendiée par un cocktail Molotov. Son époux et 4 enfants ont été sérieusement blessés. La famille habite une implantation de Cisjordanie et les militantes de ces colonies de peuplement n'ont pas été longs à réagir. En pleine nuit, plusieurs centaines d'entre eux sont passés à l'action. Ils ont brûlé des plantations, cassé des pare-brises, des vitrines dans la localité palestinienne de Kalkilia. L'armée a eu du mal à rétablir l'ordre. Les militaires ont imposé le couvre-feu sur le secteur. Et ce matin, les plantations proches des routes ont été en partie déracinées pour empêcher que d'éventuels assaillants s'y cachent. Les obsèques de la victime se sont déroulées cet après-midi dans une atmosphère d'extrême tension. Diverses personnalités ont exigé la peine de mort pour les responsables de tels attentats et la construction de nouvelles implantations. Ces événements ont durci l'atmosphère politique en Israël. La droite rejette la responsabilité de l'agitation qui règne parmi les Palestiniens de Cisjordanie sur Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères qui tente de relancer le processus de paix en préparant la réunion d'une conférence internationale sur le Proche-Orient. La gauche, elle, affirme au contraire que seules des négociations permettront d'éviter de nouvelles effusions de sang. Pour l'heure, en tout cas, ce sont les extrémistes qui tiennent le haut du pavé.
Le pape achève ce soir son voyage en Argentine. Jean-Paul II, qui a prôné le pardon général et la réconciliation, n'a pas toujours connu un énorme succès populaire. Mais ce dimanche, pour la messe des rameaux, ils étaient plus d'un demi-million de personnes à Buenos Aires. Commentaire Patricia Coste. Les Argentins se sont enfin déplacés en masse pour Jean-Paul II après 6 jours de méfiance. Un demi-million de personnes dans les rues de Buenos Aires pour la messe du dimanche des rameaux, c'est un véritable triomphe populaire. Il faut dire que ce dernier rendez-vous était purement liturgique, pas de politique le jour des rameaux. Le président Alfonsín était venu avec sa femme et sa mère. Succès aujourd'hui, méfiance hier. Les Argentins craignaient que le pape s'ingère dans les affaires intérieures du pays qui vient de retrouver un équilibre fragile après plusieurs années de dictature. Ils ont été rassurés dès samedi soir. Le pape, devant une délégation de jeunes venus du monde entier, a certes plaidé la réconciliation nationale, mais il a fait davantage. Parlant des 10 000 victimes des années noires, il a dit « plus jamais ça ». Un autre homme peut être satisfait, le numéro 1 Alfonsín. Le pape l'a fait acclamer publiquement à 2 reprises. Seul point de désaccord entre les 2 hommes, la loi sur le divorce. Et demain dans Télématin, Paul Nahon recevra pour les 4 vérités le cardinal Jean-Marie Lustiger sur le bilan du voyage du pape. 2 cosmonautes soviétiques ont joué les bricoleurs hier soir en permettant l'amarrage d'un module scientifique à leur station orbitale. Il y avait un corps étranger qui empêchait l'assemblage des 2 éléments du train spatial. Il a fallu la main d'un cosmonaute pour régler le problème. Patrice Velay. Un formidable succès soviétique à 350 km au-dessus de nos têtes. 2 cosmonautes installés dans leurs 2 pièces spatiales avec 40 mètres cubes de volume habitable. Depuis février dernier, les soviétiques attendaient l'arrivée du module Kvant, bourré d'instruments d'observation astrophysique. Jeudi dernier, arrimage réussi, mais d'une manière imparfaite. Les 2 cosmonautes ne pouvaient pas accéder au module. Alors, la nuit dernière, ils sont sortis dans l'espace pour accomplir des gestes 100 fois répétés dans 7 piscines d'entraînement. 3h40 en apesanteur pour retirer un corps étranger qui empêchait la jonction totale. Une opération téléguidée depuis la Terre, contrôlée visuellement sur écran par les techniciens soviétiques. Une étape décisive dans la colonisation de l'espace, le début d'un pulse spatial. D'ici quelques mois, en effet, 3 autres modules seront arrimés à la station Mir. 10 cosmonautes vivront alors en permanence dans la première maison spatiale. Le mauvais temps au large de Zeebrugge a provoqué la rupture des filins qui maintenaient le car ferry Herald of Free Enterprise. Le château du navire s'est enfoncé dans l'eau. Le vent était fort. Cette nouvelle position du car ferry rendra sans doute plus difficile encore les opérations de renflouement et la poursuite des recherches des cadavres encore coincés dans le navire. 70% des jeunes filles françaises, 62% des garçons croient au grand amour. C'est l'un des résultats du sondage CSA, le Parisien Libéré, Antenne 2. À partir de demain et toute la semaine dans C'est la vie à 18h30, Catherine Sellac et Bruno Gex vous proposeront une série de témoignages et de reportages sur ce thème des jeunes et de l'amour. Les premiers rapports sexuels, le mariage, la virginité. Les jeunes répondent très franchement à toutes ces questions. Ce soir, je vous propose un double témoignage recueilli par Bruno Gex, 2 jeunes qui parlent de leur rapport et de leur avenir. Qu'on fait toujours. Je pense que c'est, je sais pas... C'est assez physique, moi je trouve. Ouais, bon disons que ouais, c'est quand même assez physique. Bon, on a quand même des relations sexuelles assez fréquentes par rapport à la plupart des jeunes qu'on connaît. Et disons c'est peut-être ça aussi, dans un sens. Mais il y a autre chose aussi qui se lie. C'est dur à définir. On a aussi, je pense, des liens d'amitié assez profonds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complexe. Rapport homme-femme, bien sur ses gardes, rester mystérieux. Il n'y a pas de ça entre nous, c'est franc, on rigole comme si on était amis, et puis il y a aussi la part de sentiments amoureux. Et mon avenir? Moi je le vois pas pour l'instant avec quelqu'un, je vois plutôt un avenir professionnel. Enfin, quand j'y pense, c'est à ça que je pense. Tu penses pas du tout à Vincent? Non, parce que de ce côté-là, je vis assez au jour le jour. J'aime bien faire des projets, mais bon, je me fixe pas là-dessus, quoi. Moi, pour l'instant, mon avenir, c'est le bac. Et puis après, c'est Sophie, je pense. Les jeunes et l'amour dans C'est la vie à partir de demain toute la semaine à 18h30.
L'écrivain américain Erskine Caldwell vient de mourir à l'âge de 83 ans. Il était de la génération d'Hemingway, de Passos, Faulkner ou Steinbeck. C'était un écrivain du sud des États-Unis. On connaît de lui en France surtout La Route du tabac et Le Petit Arpent du Bon Dieu. Ces romans se situaient dans les familles des travailleurs agricoles misérables des États du Sud. Le Festival du film policier à Cognac, 6e édition et 6e palmarès. Jean-Jacques Dufour pour Antenne 2 était à Cognac. Voici le palmarès. Pendant 4 jours, ces films 35 mm ont fait défiler des heures d'émotions fortes. Un régal pour les amateurs de polar, nourri par les classiques d'un genre qui a évolué depuis l'époque du trench-coat et du feutre. Aujourd'hui, les flics, les truands et les femmes ont jeté aux orties la panoplie traditionnelle. Ainsi, par exemple... The Big Easy, une nouvelle race de femmes façon polar moderne, défie les flingues et les virilités. Backlash, c'est le policier endurci, façon Made in Australia, la bière remplace le scotch. Now, if you're not gonna sit in a car and handcuff you to the swing. Would you like a drink? Roi comme la mort propose le personnage de la victime, frisson garanti dans un univers glacé et menaçant. Un film d'Arthur Penn qui a séduit Mylène de Mongeau. Il prend une histoire simple, mais parce que c'est Penn, ça devient quelque chose de formidable. Moi, j'ai pris un pied gigantesque. Le 6e sens, l'intelligence et la technologie au service de la police à la poursuite d'un tueur psychopathe. Le 6e sens est tiré d'un roman qui s'appelait Le Dragon Rouge, qui était extraordinaire, et moi j'ai bien aimé l'adaptation qu'ils en ont fait. Avec Les Mois d'avril sont meurtriers, on retrouve enfin le flic de la vieille école. Vous pouvez rester ce soir, mademoiselle Jeanne? Vous avez bien pensé? Oui, non, vraiment, je vous jure, ça m'aide. J'ai aimé ce film parce que j'ai trouvé aussi très ironique. Blanc, noir, mais drôle aussi. C'est vrai qu'avec toi, le mot perd un peu de son sens. On ne peut plus traiter d'indique un type qui, lorsqu'il ne trouve plus personne à donner, finit par se dénoncer de lui-même sur un coup qu'il n'a pas fait. En conclusion, la cuvée 87 du Festival de Cognac fut à l'image des différents dîners offerts aux festivaliers. Il y eut à boire et à manger. Bon, bah, il s'est pas mouillé là-dessus. Hein. Ça va Gérard, pour le sport on est content, Prost a gagné. Ah, ça commence bien. Bon, ça commence bien pour lui. Hein. Formule 1, premier Grand Prix de la saison et une certitude à Rio sur le circuit de Jacarepaguá. Le numéro 1 reste le numéro 1, Alain Prost, champion du monde en titre, eh bien vient de gagner donc sur sa McLaren le premier Grand Prix de la saison. Cela pouvait plus mal commencer pour Alain Prost. Le deuxième c'est le Brésilien Piquet, le troisième le Suédois Johansson. C'est la 26e victoire en Grand Prix pour Alain Prost. Le résumé de la course, Patrick Montel. Des ombrelles pour lutter contre la chaleur. Le charme des hôtesses. Un public en folie. Tout est prêt pour un Grand Prix 100% brésilien. D'autant que sur la grille de départ, Nelson Piquet est en première ligne et que Ayrton Senna, en jaune, surgit. La mauvaise affaire alors pour Nigel Mansell, pole position reléguée à la 5e place. Piquet, Senna devant Fabi, Bunsen, Mansell et Alain Prost. Mais plus tard, c'est le coup de théâtre. Piquet, victime de son départ ultra rapide, est contraint de changer ses pneumatiques. Qu'importe, le Brésil exulte encore, Ayrton Senna est en tête. Prost 4e puis second, avant de laisser sur place Senna et ses pneus détériorés. L'expérience de Prost qui paye encore, le champion du monde s'arrête une première fois avec 12 secondes d'avance. Piquet alors va retrouver la tête devant Bunsen et Mansell. Mais Alain Prost, 5e par sa virtuosité, a déjà gagné la bataille des pneumatiques. Pour le reste, RAS, si ce n'est la valse involontaire de l'Italien Nannini sur Minardi. À mi-course, Prost récupère naturellement par le jeu des arrêts au stand sa première place devant son coéquipier Johansson qui s'oppose ainsi au retour de Nelson Piquet. Pour les autres, une seule solution, prendre le maximum de risques. Résultat, Mansell et sa Williams sont contraints à l'abandon, pneu arrière-gauche éclaté. Imité quelques tours plus tard par Ayrton Senna, le Brésil cette fois a définitivement perdu, même si Piquet sauve la 2e place devant Johansson. Quant à Alain Prost, au bout de cette ligne droite, une 26e victoire en Grand Prix,
et surtout une étonnante démonstration de stratégie de course. D'accord. On attend peut-être Prost, non? On attend d'une seconde à l'autre le commentaire d'Alain Prost avec Lionel Chamoulot à Rio. Je ne sais pas si on l'a déjà. De toute façon, ce sera dans le dernier journal avec Philippe Arroir tout à l'heure. D'accord. L'autre grand événement sportif, c'était le cyclisme, avec des images impressionnantes sur Antenne 2 cet après-midi dans Paris-Roubaix. C'est la reine des classiques et c'est vrai que sur Antenne 2 en direct cet après-midi, c'était très impressionnant. Yvon Madiot, l'un des coureurs français, explique le vainqueur de Paris-Roubaix, c'est un héros. Et Marc, le frère d'Yvon, ajoute, c'est même un survivant. Alors, héros et survivant du jour, pour le 85e Paris-Roubaix, le Belge Eric van der Arden, c'était l'un des grands favoris de l'épreuve. Francis Maroto nous résume la course. Une tranchée qui vous reste en travers de la gorge, vous sort des artères habituelles Valers-Arenberg, Paris-Roubaix, kilomètre 153. Pour s'en sortir, on cherche le passage n'importe où, pourvu que cela passe. Définition par excellence de Paris-Roubaix. La 85e édition ne faillit donc pas à sa règle. Vent, pluie, au rendez-vous d'avril pour se découvrir au fil du pavé et une course qui engendre les chutes. 5 en tête, De Roy et Danens chutent. Et ce n'est pas fini. Duclos-Lassalle ne pédale plus, il va glisser. Danens encore, c'est une habitude. Paris-Roubaix, la classique inhumaine. Ah, c'est dur, tout ça, il faut être à fond. C'est pas possible. On a le partout. On fait quoi un peu. Sean Kelly, mal à l'aise, dur pour le dernier vainqueur. Le futur vainqueur, parlons-en, Eric van der Arden. Il revient sur les échappés. Danens, Van der Arden, Versluis et Vandenbrandt. 4 pour une place, la première. Elle sera pour Van der Arden, traité de voyou pour s'être accroché à une voiture lors du Tour méditerranéen dans le sud. Vainqueur en Roubaix et réhabilité dans le nord. Football, bien sûr, Bordeaux, Marseille, avant de passer au but étranger. Oui, Bordeaux qui a repris la tête du championnat de France hier soir en battant Marseille 3-0. Un match plus que viril, violent en première mi-temps en particulier. Mais belle victoire quand même des Girondins de Bordeaux. Il reste 7 matchs à disputer avant l'attribution du titre et cela s'annonce passionnant. Ils n'ont pas fait une jolie conduite à Giresse, quand même. Non, Gernot Rohr, c'est le moins qu'on puisse dire, s'était occupé très spécialement des jambes et surtout des chevilles d'Alain Giresse hier soir. Il a été puni d'ailleurs puisqu'il a été exclu du terrain. Et puis en Italie, la fin de championnat risque aussi d'être très intéressante puisque l'Inter de Milan a gagné aujourd'hui à Avellino et l'Inter se rapproche de Naples, Naples qui était en tête jusqu'à maintenant, mais Naples battu, Maradona abattu et le glou Dominique pointu pour le commentaire. Inquiet Diego Maradona, il a bien raison, le déplacement à Vérone, ce n'est pas une partie de campagne. Naples, le leader, battu 3-0, un premier but de Paccione et de la tête. Un deuxième sur un tir de Tricella, dévié au passage. Enfin, un troisième suite à un pénalty mérité pour un fauchage sur Preben Eker Larsen, indiscutable. Pénalty transformé avec effet par Larsen. Ce qui n'est pas le cas de Maradona qui un peu plus tard voit son pénalty repoussé par le gardien Giuliano Giuliani. Ça arrive aussi au plus grand. Tiens, parlons d'un autre grand, Platini, très bon cet après-midi face à la Roma. C'est lui qui donne la balle de premier but à Serena. Tancredi un peu bousculé au passage, tout comme son équipe, la Roma. Platini, encore lui, offre une balle de deuxième but. Tancredi résiste une première fois. Mais lorsqu'il offre une nouvelle balle de second but à Briacci, cette fois-ci, Tancredi s'incline. La Juve l'emporte 2-0, pendant ce temps, l'Inter l'emporte à Avellino. Et n'est plus qu'à 2 points de Naples. Quant à Platini, il fut à 2 doigts de retrouver le chemin des filets. Comme il va demander une balle qui ne vient pas, eh bien, il va la chercher avec toute l'énergie de son corps. Difficile à prendre, difficile à ajuster, mais patience. À défaut d'accrocher un but, il accroche ses pieds au filet. Accro Platini, mais croyez-moi, le but, c'est pour bientôt. Belle image. Vous avez encore quelques résultats, Gérard. En basket, les quarts de finale du championnat de France, les 15 et 18 avril prochains, opposeront Lorient à Orthez, qui a gagné cet après-midi, Villeurbanne au Racing, Antibes à Limoges et Châlons à Monaco. En rugby, les quarts de finale aussi, ce sera le week-end prochain. Samedi, il y aura Racing-Brive et Toulouse-Groyet. Et puis dimanche, il y aura Agen-Montferrand et Toulon-Béziers. Voilà.
Et pour terminer, l'équitation, la finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacles à Bercy. Chasser le naturel, il revient au galop. L'américaine, c'est joli et c'est juste, vous allez voir pourquoi. L'américaine Catherine Burtsal, sur son cheval qui s'appelle le naturel, voilà pourquoi, a gagné le concours devant le français Philippe Rosier, un rosier qui n'a pu éclore au printemps de Bercy. Oh bah c'est pas mal ça, oh, bah, c'est bien ça. Vous pouvez faire la même chose pour la météo, Laurent? Enfin, moi je vais vous demander un petit peu de... Ouais, on va essayer, Pourquoi vous avez la tête en bas, vous? Je sais pas, à mon avis c'est un jour anniversaire qui fait ça, ça doit être un jour anniversaire qui fait ça. Bon, moi je voulais seulement vous dire que il fallait avoir encore un petit peu de courage parce que ça vient, le soleil et la chaleur arrivent, alors peut-être pas vraiment demain, mais c'est l'affaire disons de mardi ou de mercredi. On va regarder l'image satellite, la voilà, elle est magnifique avec toujours un enroulement là, elle s'en va comme les nuages, à la même vitesse que les nuages. Dommage que ce soit remplacé par quelque chose de... Les nuages qui étaient aujourd'hui sur la France, ils vont partir vers le sud et ceux qui étaient sur l'Atlantique, ils vont monter vers l'Angleterre. Alors comme les nuages s'en vont, eh bien, le soleil arrive. Regardez la carte du temps prévu pour demain, du soleil près de la Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontane, encore un ciel. Bon, je reste calme, ça continue. Donc je disais que dans la région Rhône-Alpes, un petit peu sur la Bourgogne et la Franche-Comté, un ciel encore nuageux et quelques petites averses de neige, alors que partout ailleurs, le soleil prédominera petit à petit. On peut peut-être maintenant espérer les températures. Peut-être, je dis bien, les voilà, elles montent sur la moitié nord avec 12 degrés à Paris, évidemment. Je m'y attendais à vrai dire. Alors que sur la moitié sud, elle monte également de 10, 11, 12 degrés sur le centre jusqu'à 13, 16, 17 degrés près de la Méditerranée, 17 degrés évidemment en Corse, à Bastia. On termine avec notre agenda. Demain sera le lundi 13 avril. Le soleil se lèvera à 7h07, se couchera à 20h37. 3 minutes de soleil en plus et nous fêterons les Ida. Très bien. Merci pour cette dernière, Laurent. J'ai encore le résultat du tiercé à vous communiquer. Le tiercé qui se courait aujourd'hui. Avec le résultat, vous allez voir s'inscrire sur votre écran. 6-10-9, pardon. Je suis troublé par Laurent Moussier. 6-19. Disputé à Longchamp dans le prix du Bel Air, 4e course. Dans l'ordre, ça vous donne 590 francs. Dans un ordre différent, 118 francs pour ce tiercé disputé à Longchamp aujourd'hui. Le dernier journal vous sera présenté par Philippe Arrouard à 23h. Et puis demain dans Télématin, le cardinal Lustiger sera l'invité des 4 vérités de Paul Nahon. À demain 20h, bonsoir, merci.